Aujourd'hui, on plonge tête la première dans une analyse approfondie des méditations sur les ressources humaines de Pascal No. C'est un ouvrage vraiment fascinant, un guide philosophique qui vient complètement bousculer nos certitudes sur le leadership, surtout dans la sphère publique. Alors, on va dépoussiérer nos idées reçues et repenser totalement la façon dont nos organisations fonctionnent au quotidien. Le gestionnaire RH qui oublie cela finit toujours par devenir technicien du vide. Bon, l'expression frappe fort, non ? Technicien du vide. C'est le risque absolu que souligne l'auteur. C'est ce qui arrive en fait quand les procédures, la bureaucratie et les fameux tableaux Excel finissent par complètement écraser les vrais gens. L'organisation devient juste une coquille vide, sans âme. Du coup, ça nous amène à une vraie question de fond. Qu'est-ce que ça veut dire au juste diriger des humains au lieu de simplement gérer des ressources comme on gérerait des stocks de matériel ? Eh bien, pour démêler tout ça, on va structurer notre réflexion autour de 5 grands piliers. Et on commence tout de suite par le premier. Premier pilier, l'humain derrière la procédure, ou comment trouver le juste équilibre entre le respect du droit et la dignité. Il faut bien se rendre compte que les pros des ressources humaines ne brassent pas de simples dossiers. Ils manipulent des existences entières, avec ce que ça implique. La fatigue, les peurs, les blessures invisibles. C'est littéralement une marche sur la corde raide. D'un côté, si on penche trop vers l'autorité pure, la procédure stricte, on tombe dans ce qu'on appelle la violence administrative. Mais attention, de l'autre côté, une humanité totale sans aucun cadre, ça mène tout droit à l'injustice collective. Bref, tout est une question d'équilibre. Ce qui nous amène au deuxième pilier, la maîtrise de soi et la solitude. En d'autres termes, la lutte interne du dirigeant. Suis-je venu pour protéger mon ego ou pour résoudre le problème ? Honnêtement, avant d'entrer dans une réunion un peu chaude, faire une pause et se poser cette simple question, c'est un véritable super pouvoir. La force d'un leader, ce n'est pas de faire le show ni de s'agiter, c'est de garder son calme. C'est fou le nombre de conflits qui s'évaporent dès l'instant où l'on arrête de vouloir avoir raison à tout prix, pour se concentrer sur la vraie solution. Parce que la réalité du leadership, elle est souvent silencieuse et très lourde à porter. On parle de devoir écouter la souffrance d'une équipe sans avoir la baguette magique pour la réparer, de devoir appliquer des coupes budgétaires qui n'ont aucune justification morale, ou même d'encasser des directives politiques avec lesquelles on est intimement en désaccord. Le dirigeant absorbe tout ça, et malgré ce poids immense, il doit rester un repère solide, une sorte de phare serein dans la tempête. Et là, il y a un piège énorme à éviter à tout prix, vouloir être aimé de tout le monde. C'est impossible et ça détruit les décideurs de l'intérieur. Le vrai but, c'est de chercher à être juste, constant et prévisible. En fait, une décision hyper difficile, si elle est expliquée avec dignité et transparence, sera toujours mieux acceptée et pardonnée beaucoup plus vite qu'une faveur qu'on jetterait à quelqu'un avec mépris. Allez, on passe au troisième pilier de notre réflexion, l'usure, le temps et ces fameux signaux faibles qui font la réalité d'une organisation. La fatigue managériale, c'est comme une maladie silencieuse. L'effondrement d'une institution ne prévient jamais avec des sirènes hurlantes. Ça commence par des petits riens, un manager qui s'isole un peu dans son bureau. Ensuite, c'est toute une équipe qui devient étrangement muette. Puis, l'absentéisme augmente, mais discrètement, en petites touches. Et soudainement, plus personne ne contredit jamais rien en réunion. Le conformisme s'installe. Un leader avisé, c'est quelqu'un qui sait écouter ses silences, parce qu'aucun indicateur de performance ne clignotera pour signaler que le collectif est en train de s'épuiser. Et c'est là qu'il faut clarifier un truc fondamental. Le dialogue social, ce n'est absolument pas l'absence de conflit, pas du tout. C'est justement la capacité de naviguer à travers de profonds désaccords par des échanges francs, tout en gardant la confiance collective intacte. Les non-dits et les demi-vérités, c'est ça qui ronge vraiment une institution de l'intérieur. On aborde maintenant le quatrième pilier, l'autorité et le dialogue social, ou l'art très délicat d'exercer le pouvoir. Il faut manier le pouvoir hiérarchique avec d'énormes précautions. C'est un matériau hautement inflammable. D'un côté, se servir du droit disciplinaire comme d'une arme pour humilier quelqu'un, c'est une faute grave. Mais attention, refuser de sanctionner par pure faiblesse ou par peur du conflit, c'est tout aussi désastreux. Une sanction, son but ultime et noble, c'est de protéger l'institution, de remettre le collectif sur les rails. Ce n'est jamais, au grand jamais, une vengeance personnelle théâtrale. Et nous voici déjà au cinquième et dernier pilier, la modernité et l'héritage moral, l'ultime mesure d'une carrière en somme. On parle énormément d'intelligence artificielle et de réformes express à notre époque. Mais il y a une limite incontournable à ne surtout pas oublier. Aucune technologie, aussi performante soit-elle, ne possédera jamais l'empathie nécessaire pour percevoir la détresse d'un collaborateur ou capter le tout début d'une injustice dans une équipe. Sur ce point-là, la sensibilité humaine est à 100% irréplaçable. D'ailleurs, l'auteur a cette réflexion géniale. La véritable innovation RH consiste à redonner du temps humain là où l'administration l'a progressivement supprimé. L'idée, ce n'est pas d'empiler des algorithmes ou d'effacer l'humain derrière des indicateurs. Si on se base uniquement sur la performance brute, on va créer une organisation qui cartonne dans les statistiques, certes, mais qui, moralement, tient sur un fil.
Au final, gouverner des ressources humaines, c'est endosser le rôle de gardien de l'équilibre. C'est avoir l'humilité d'organiser une vie en commun juste, au service de l'intérêt général. Ça demande d'être résilient, d'affronter les crises pour protéger le collectif, mais de le faire sans jamais devenir froid ou mécanique. Parce que le jour où on quitte ces fonctions, les circulaires, les procédures, les réunions, tout ça s'efface instantanément. Ce qui reste, c'est l'héritage moral. Le dirigeant a-t-il exercé son autorité avec dignité ? C'est vraiment la question fondamentale face au miroir. Les personnes les plus fragiles de l'équipe ont-elles été traitées avec respect? Le calme a-t-il été maintenu au cœur de la tempête? C'est là qu'on voit si un décideur a réussi à gérer son propre stress et à garder son équilibre, plutôt que de déverser son épuisement sur les autres. Agir comme un bouclier pour l'organisation, c'est vraiment l'acte de protection par excellence. Et ça nous amène à cette idée qui est peut-être la seule véritable unité de mesure du succès pour quiconque a eu des responsabilités. L'institution est-elle devenue, au fond, un peu plus humaine après notre passage? On termine sur cette réflexion à méditer. Les organisations construisent-elles des murailles de procédures ou cultivent-elles des espaces pour la dignité humaine? L'efficacité d'un service public, ça ne repose pas sur la magie des textes de loi. Ça tient sur cette confiance invisible, ce lien très fragile entre les gens qui se lèvent chaque matin pour le faire fonctionner. Alors, pour l'avenir, va-t-on choisir de s'enfermer derrière des murs de procédures ou de cultiver la dignité humaine? C'est une vraie question qu'on doit tous se poser.